vous avez plutôt gardé des souvenirs heureux de votre enfance. Oui, pendant longtemps, j'ai plutôt gardé des souvenirs très heureux, voire idylliques. Bon, j'étais dans une famille très privilégiée du 6e arrondissement, avec un père qui était prix de Rome, enfin des parents artistes qui étaient brillants. Et en fait, j'avais j'avais complètement occulté enfin, tout l'aspect négatif et toutes les tortures que nous avons subies, moi et mon frère. Alors, à 25 ans, vous avez quand même dû affronter... Alors, à 25 ans, j'ai dû... en fait, mon frère, qui avait 1 an d'écart, s'est suicidé, s'est jeté du haut de Beaubourg. Et bon, sachant qu'il n'y avait aucune explication à ce suicide, bon, j'étais troublée par le choix de ce lieu, sachant que mon père avait fait le concours du projet de Beaubourg et que bon, il y avait souvent des différends à cause. C'est le bâtiment que mon père détestait le plus dans Paris. Et mon frère a choisi ce bâtiment pour se suicider. Donc, il y avait. Bon, j'étais quand même troublée et puis d'autre part, quelques jours avant de faire ce geste, il a verbalisé lors d'un repas. Il a dit à mon père: après ce que tu m'as fait, je n'ai plus rien à te dire. Et bon, c'est vrai que j'avais une inquiétude, mais bon, sans plus. Bon, mais le suicide de mon frère étant parti, bon, il y avait la détresse du suicide, c'est extrêmement violent. Surtout que nous avions été élevés vraiment les deux ensemble et les 3 grands à part. Et juste, vous disiez n'avoir aucun souvenir des traumatismes que vous avez subis. Est-ce qu'il vous arrivait d'en parler est-ce que votre frère vous parlait est-ce que lui avait des souvenirs de tout ça? Et je pense que lui, il a eu aucune amnésie et qu'il avait en mémoire tout ce que nous avions subi. Et il voyait que j'avais une vie épanouie, que j'étais heureuse. Et je pense qu'il était son bonheur, c'était c'était le mien. Jamais il n'a cherché à vous en parler ou à à faire remonter les souvenirs à la surface? Non, jamais. Non. Et puis vous avez construit votre vie, vous êtes vous-même devenue maman. J'ai construit une vie, je me suis mariée à 24 ans, j'ai eu 2 enfants avant 30 ans, j'ai eu une vie de couple tout à fait normale et heureuse et classique. Bon, j'étais architecte au départ, je me suis beaucoup investie dans des projets d'urbanisme. Et puis, en 92, donc j'ai 32 ans, et mon petit garçon qui a 2 ans à l'époque présente des troubles, présente un retard de langage qui me font penser à l'autisme. Et donc à ce moment-là, je prends contact avec Catherine Holto, me disant que c'est certainement la personne la plus à même d'une part de me donner un diagnostic, d'autre part de l'aider. Donc c'est dans ce cadre-là que je rencontre Catherine Holto. Et à ce moment-là, vous entamez avec elle une longue thérapie à ce moment-là, donc elle s'occupe un petit peu de mon fils, et à ce moment-là, elle me dit bon, je veux vous suivre, il faut qu'on fasse un travail ensemble. Et j'ai pas de réticence. Je me suis dit, c'est quelqu'un d'admirable. De toute façon, ça va être intéressant. Elle sentait un mal-être chez moi qu'elle était peut-être la seule à ressentir, qui était sur lequel elle pensait qu'un travail approfondi permettrait de faire émerger, de me sortir. Bon, elle savait que j'étais insomniaque. Elle avait j'avais des troubles. Hélène, juste une... Oui, peut-être expliquer on appelle ça la mémoire traumatique, c'est-à-dire que les personnes victimes d'agression, il y a déjà tous les enfants dont les parents agresseurs
donne des anxiolytiques ou des produits pour qu'ils dorment. Donc après, ça crée d'énormes problèmes de mémoire. Ça, c'est une réalité. Ils les droguent, en fait. Et du coup, les enfants, après, en effet, ils sont plus dans la réalité. Ils peuvent pas parce qu'ils étaient sous somnifères à haute dose. C'était votre cas? Mais c'était mon cas. Moi, j'ai été sous Valium à l'âge de 8 ans. Voilà. Parce que ça, c'est une réalité. Et il y a aussi, au-delà de ça, c'est une réalité qui explique les problèmes de mémoire. Et au-delà de ça, vous avez ce qu'on appelle la mémoire traumatique, qui fait que la violence de ce qui est subi est tellement forte que le psychisme se protège et il va cliver, il va séparer. Il y a toute la violence de ce qui a été subi. C'est mis de côté, c'est encrypté. Alors, c'est pas du tout oublié. Hein. C'est mis de côté. Puis, il y a des moments, ça ressort par petites bribes. Ça ressort de façon lacunaire. On n'arrive pas à mettre bien les souvenirs de façon très coordonnée dans le temps, comme des flashs. Et puis, il y a des moments, un travail thérapeutique, mais aussi quand votre enfant atteint l'âge que vous aviez au moment des agressions, on sait que c'est des moments de vulnérabilité psychique qui fait que ça remonte à ce moment-là. Donc, Catherine Dolto a peut-être pensé ça. Elle a senti que j'avais aussi un problème avec le toucher. Donc ça, je pense que quelqu'un comme Catherine Dolto, elle le sent, enfin, que j'étais très sensible, comme quelqu'un qui a été lui-même agressé. C'est vrai qu'elle savait que j'avais fréquemment des malaises dans le métro, mais des malaises importants où je me retrouvais aux urgences à l'hôpital parce que j'avais, ça je l'ai compris après, quand nous étions enfants avec mon frère, mon père nous enfermait dans des cartons pour nous utiliser, nous violer. Et en fait, j'avais pas de traduction, mais quand j'étais dans le métro, j'avais toujours peur que les portes se ferment. Et des reviviscences, des odeurs. J'avais toujours peur que les portes se ferment et je me disais intérieurement, mais il faut vite que tu sortes. Et j'avais à peine la force de sortir, je m'étalais sur le quai du métro. Et c'est vrai que les gens se mettaient autour de moi et pensaient que j'étais morte. Enfin, des malaises importants, pas des petits... Alors le métro, oui, ça s'est répété. Donc elle a fait un travail par l'aptonomie. Alors, avec ce travail d'aptonomie qui a été fait pendant des années, parce que j'étais assez réticente, je dois dire que quand elle approchait le tissu familial, j'étais très protectrice. Et je disais non, surtout, j'étais très, même protectrice vis-à-vis de mon père. Je disais non, c'est quelqu'un de très bien, tout le monde l'admire, va pas t'imaginer des choses sexuelles, enfin il y a... bref. Et puis donc elle creusait, et puis alors, suite à une séance, j'ai eu une dizaine de flashs qui sont tous revenus en même temps, comme des films. Alors il y avait une scène où il nous avait... emmené dans un hôtel à Saint-Gervais et où on était arrivé à s'échapper avec mon frère. Il y avait une scène où il avait utilisé un ami à lui, artiste, pour nous violer dans une voiture. Mais elles sont toutes revenues la même journée. C'est pas revenu par petites bribes. C'est vraiment comme s'il y avait une boîte qui était bouclée dans ma tête. Et quand la boîte de Pandore s'est ouverte, tout est revenu. Alors, votre frère était toujours présent dans tous ces souvenirs? Mon frère était toujours présent, excepté quand mon père venait. Il y a eu un moment où mon père a décrété que ce serait bien que je dorme dans la chambre qui donnait sur la rue. Et du coup, je me suis retrouvée seule. Et c'est là où j'étais... où il venait régulièrement dans ma chambre. Et la parade, c'était de ne pas dormir. Bon, comme en plus, j'aimais beaucoup lire. Mais c'est vrai que la seule parade que j'avais, c'était de résister, de rester éveillée. À quoi ça vous servait de rester éveillée? Mais en fait, parce qu'il venait pas dans mon lit si j'étais éveillée. Il ne venait que lorsque vous dormiez? Il venait que lorsque je dormais, lorsque j'étais endormie. Et puis c'est vrai que je passais la nuit à... Du coup, c'est vrai que je suis restée avec cette peur de la nuit. Et bon, ça c'est une des séquelles qui me reste. C'est vrai que... Très fréquente.
Même si là, Les problèmes de sommeil, on dit Oui. souvent que le sommeil, il faut dormir, ça libère et tout, mais pour les victimes d'agressions sexuelles, entre autres intrafamiliales, c'est très souvent Oui. dans leur lit que les enfants sont agressés, c'est hautement traumatogène de s'endormir. Oui. Parce Oui. qu'il y a la peur que l'agression revienne, ou qu'il y a des rituels, des hypervigilances, des stratégies. C'est en permanence, l'obscurité tombe, Mais, la peur oui. que ça revienne. Oui. Alors, tous ces souvenirs remontés à la surface ont été des clés de votre vie jusqu'en 2005 où vous avez décidé d'appeler votre père. En 2005, donc j'avais pas vu mon père les 6 dernières années de sa vie. Bon, il y a eu enfin, suite à l'émergence de ces souvenirs, il y a eu une coupure de relation totale. Avec votre mère aussi? Non, pas avec ma mère. avec Elle mon était père. consciente de ce qui se passait, votre mère, ou elle n'avait aucune Je idée? pense qu'elle était, oui, elle était consciente. Mais elle a été, donc j'ai appris par la suite, elle a été témoin d'une scène où mon père me violait, où elle avait retiré, où j'avais 2 ans et demi, où elle m'avait retiré du lit de mon père. Mais elle avait réagi en se disant, bon, je vais le gronder. Je pense qu'elle le prenait un peu comme un gamin, même si c'était un milieu social très élevé. Et elle lui disait, tu le refais pas. Bon, je lave tous les habits, je passe ça à la machine. Et puis personne. Et quand elle me raconte ça, elle me dit, personne ne l'a jamais su. Et puis, en mars 2005, je décide de l'appeler. Et il répond au téléphone. Et là, on a une explication où je reprends un petit peu point par point ce qui s'est passé. On a une longue conversation de 2 heures. Il avoue? Comment? Il avoue? Il avoue tout ce qu'il a fait. Et Il le justifie? non, il ne le justifie pas. Et il écrit dans ses... D'ailleurs, bon, j'ai retrouvé dans ses écrits, il écrivait qu'il voulait se jeter dans un vide d'ordures. Bon, Il vous demandait pardon il m'a demandé pardon. Et lors de cette conversation? lors de cette conversation, il m'a demandé pardon et je lui ai dit, écoute, moi je suis d'accord pour qu'on aille prendre un café la semaine prochaine et ce serait bien qu'on continue à se parler. Et il est mort le lendemain. Il allait très bien, il n'avait aucun problème de santé et ma mère m'a dit, il a certainement pris quelque chose pour disparaître. Je pense qu'il attendait d'avoir cette conversation avec moi pour être libéré de... Il est mort le lendemain de la conversation? Il est mort le lendemain de mon appel téléphonique, ce que j'explique dans mon livre, qui commence par cette conversation avec mon père et sa mort. En fait, le livre commence par ce passage. Qui a été, et c'est vrai que depuis 2005, depuis sa disparition, j'ai plus jamais eu de troubles d'agoraphobie. Mais c'est vraiment depuis 2005.